Alors, je vous présente nos deux professeurs dans un premier temps. Comme on est un peu serré, on va se dispenser de la longue note biographique, mais quand même. Véro Leduc, professeur à l'Université du Québec à Montréal. Elle est chercheure au projet ACT. Et quand même, une petite note bio importante. Première, puis elle pourra me corriger si je me trompe, première professeure personne sourde dans le milieu universitaire au Québec. Et Élise Milot, professeure à l'Université Laval et chercheure dans l'équipe du PSVI et au CIRIS. Elles ont 3 personnes avec elles. En commençant la plus près de moi, Monique Boudreau, qui est retraitée et bénévole. À sa gauche, Benoît Giroux, qui est brigadier scolaire. Et à sa gauche, Diane Paquette, qui est retraitée. Donc, c'est à la fois une présentation et un échange animé par nos deux professeurs sur ce que c'est que vieillir comme personne sourde ou ayant des incapacités, les défis, les bonheurs et les aspirations. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez pu le constater avec la magnifique affiche du colloque, avec le bel arbre flamboyant et ses belles couleurs, ce qui est important pour nous dans le comité organisateur du colloque, c'était de mettre l'accent sur les expériences, les capacités et aussi les potentialités des personnes pour vraiment pouvoir enrichir nos pratiques comme intervenants, comme chercheurs, comme proches, membres soutiens. Donc, c'est pour ça qu'on avait envie de vous faire connaître là, des parcours, qui sont particuliers et qui sont remplis en fait, qui témoignent d'une trajectoire remplie de belles découvertes, de forces, de défis, mais aussi d'une belle capacité là, à surmonter justement ces défis-là. Donc, on a choisi de vous présenter 3 personnes qui vont venir vous parler justement de leur bonheur, de leurs aspirations, de leurs espoirs et aussi des défis qu'ils ont rencontrés à travers l'avancée en âge. Donc, peut-être que je les inviterai à se présenter un à la suite de l'autre avant de commencer. On peut commencer avec Diane, vous vous présenter. Oui, moi je suis Diane Paquette. Est-ce que tu veux que je donne un petit pédigree? Oui, oui, OK. tout à fait, peut-être un petit résumé. OK, d'accord. Alors moi, je suis une personne de 67 ans. J'ai eu la poliomyélite à l'âge de 8 ans, donc c'est en 1959. C'était très, 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 très peu aidant dans le sens que la société était vraiment pas, il y avait rien pour les personnes handicapées. Fait que tu tombes comme paf. C'est incroyable. Alors, suite à ça, bon, en tout cas, le marché du travail à partir de 18 ans jusqu'à la retraite, j'avais un conjoint que vous avez vu tout à l'heure, M. André Labrie. C'était un être extraordinaire et puis c'était un grand homme. Alors, j'ai été 45 ans avec lui. J'ai un enfant, j'ai 3 petits-enfants. Puis, en gros, c'est comme vite fait, là. Mais je vais vous parler par après de mes défis et de mes espoirs. Ça va être, je pense que ça va être intéressant. Merci, Diane. Benoît, est-ce que tu veux te présenter? Oui, moi je m'appelle Benoît Giroux, je suis un brigadier scolaire, puis, avant ça j'étais plongeur, puis en part de ça je fais du sport, puis tout ça, puis beaucoup de choses. J'ai une conjointe, puis ça va très bien, on est bien amoureux l'un de l'autre. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Ouais. Fait que là, on part en logement bientôt. Fait que là, ben, c'est un gros projet qui est une concrétisation de notre amour. Puis, ça fait longtemps qu'on attendait ça. Merci, Benoît. Merci, Monique. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vais un peu vous raconter qui je suis. Donc, dans ma famille, on était 4 frères. Et puis dans la famille, on était 3 sourds. Donc, j'ai trois enfants et 4 petits-enfants. Donc, j'ai été plusieurs années à Montréal. Après mon collège, il n'y avait pas d'autres études possibles après la 10e année. Donc,
Mais je savais lire et écrire, donc ça allait bien. J'ai travaillé pendant 7 ans au gouvernement, puis j'ai arrêté pour fonder ma famille avec mes 3 enfants. Et puis, j'ai aussi travaillé comme animatrice éducatrice spécialisée. J'ai fait des tournées donc avec Service Andy A. Ça, c'était donc dans les années 90. Donc, parce que les personnes âgées n'ont pas la facilité là, de faire des apprentissages autonomes, donc on avait fondé cet organisme-là. J'ai aussi travaillé comme professeur de LSQ, donc à Sherbrooke et à Portneuf ainsi qu'à Québec. Et j'ai aussi enseigné aux futurs interprètes au Collège Boréal qui est à Sudbury. Donc, ça a été d'une durée de 7 ans. Donc, j'ai été bénévole pendant plus d'une 40aine d'années. Mes implications, c'était en Ontario. Non. Véro, tu peux continuer. C'est une présentation plus courte. Donc, j'ai aussi travaillé avec les femmes sourdes, donc comme vice-présidente du conseil d'administration. Donc, un peu avant les années 2000. Donc, ça a été beaucoup de travail, mais c'était très, très, très intéressant. Là. Ça se passait dans les 2 langues, anglais-français. Bon, Monique, on voit que tu as eu beaucoup d'implications. Merci beaucoup. Merci aux 3 personnes. Dans le fond, le panel, comment ça va fonctionner, c'est que c'est comme une conversation. Dans le fond, Élise va poser des questions. Une première question. À tour de rôle, vous pouvez, dans le fond, répondre à cette question-là pendant quelques minutes. Et puis, après ça, je vais poser une question. Et puis, une fois que chacun va avoir répondu, peut-être aussi que les gens dans la salle vont vouloir poser des questions. Donc, ça va être une belle conversation. Élise, veux-tu commencer? Tout à fait. Alors, la première question, on commence par ce qui est beau. On aimerait vous entendre sur des bonheurs. Donc, des bonheurs que vous avez aujourd'hui ou des réalisations passées qui vous ont procuré beaucoup de bonheur. Peut-être que comme là, on a commencé avec Diane, peut-être qu'on pourrait commencer avec Benoît. Est-ce que Benoît, tu aimerais commencer pour nous parler de tes bonheurs? Après ça, on pourrait avec Monique et Pierre. Bon. Moi, mon premier bonheur, c'était d'aller à l'école, d'apprendre des choses. Puis, j'avais des difficultés, mais par contre, on dirait qu'il y a quelque chose qui me poussait quand même avec mes difficultés, qu'il y a quelque chose qui me poussait à y aller, puis à y aller, puis à y aller. Puis aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a donné beaucoup d'avantages aujourd'hui. Je sais lire, je sais écrire, je sais compter. Que beaucoup de gens le savent pas ça. Ça, c'est beaucoup pour moi. Après ça, c'était le patron. Avec des amis, puis ça, j'ai fait beaucoup de sport, de toutes sortes. Puis là, après ça, c'était la rencontre, les quais. Au début, je ne parfumais pas beaucoup, mais après ça, pendant 25 ans, j'étais parmi les bons, là, pas les meilleurs, mais les bons. Puis je fais des amis, puis tout ça. Puis après ça, c'était ma copine que j'ai rencontrée, fait que j'ai diminué mes quais pour pouvoir profiter de voir ma blonde. Puis après ça, ça c'était le plus grand bonheur de ma vie. Benoît, quand on s'est déjà rencontrés, tu m'as beaucoup parlé de ton travail, puis qu'est-ce que ça t'apportait. Est-ce que tu peux en dire un mot? Oui. Mon travail, au début, j'étais plongeur, puis j'aimais ça beaucoup, mais la santé me le permettait pas de continuer. Après ça, je trouvais un emploi comme brigadier scolaire, puis ça, c'était, depuis ce temps-là, j'ai jamais retombé malade. C'était une véritable bénédiction pour moi. Parce que le médecin voulait me donner des papiers comme quoi j'étais inapte au travail, mais moi, je voulais travailler. Puis là, c'est dans ce temps-là que ça s'est fait. Là, mon oncle était allé voir un brigadier, puis s'est aperçu que c'était bien pour moi, là, pour ma santé fragile, puis tout ça, que c'était une bonne affaire pour moi. Puis les sports, puis après. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que ça te procure, ce travail-là? C'est parce que je travaille avec les enfants. Puis moi, j'aime beaucoup les enfants. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler aussi des gens autour de toi? Tu sais, parce que Benoît et moi, on se connaît un peu. Puis tu m'as parlé de ton déménagement, puis je t'ai dit, est-ce que tu vas avoir besoin d'aide? Ma famille m'aide beaucoup va m'aider beaucoup pour mon déménagement, surtout mon oncle et sa femme. Puis probablement ses fils vont m'aider.
Puis je m'entends très bien parce que c'était mon tuteur quand j'ai perdu ma famille à l'âge d'11 ans. C'est lui qui a pris charge de mes affaires, puis ma grand-mère, c'est elle qui prenait soin de moi. Puis à ton travail, est-ce que tu participes aussi à des activités sociales? Peut-être une dernière question par rapport à ça? Ouais, je suis membre du Club social de la Ville de Québec. Puis ça, c'est des soupers, des rencontres avec des gens, comme toujours. J'ai toujours participé avec beaucoup de gens dans ma vie. Ouais. Merci, Benoît. Est-ce que Monique, tu voudrais poursuivre? Oui. Donc, moi, je m'implique beaucoup avec les personnes sourdes. En 2010, là, je me suis impliquée auprès du concours de Mademoiselle sourde. Je suis aussi bénévole aux cuisines collectives. Et puis, j'aide donc les personnes handicapées, là, les services de personnes handicapées. Ça, j'ai fait ça pendant 10 ans. Moi, j'ai besoin, ça change beaucoup, là. Donc, j'ai travaillé au gouvernement pendant 10 ans, puis là, j'avais envie de faire d'autres choses. Donc, j'ai un enfant sourd, un enfant entendant. Mon fils Patrick est sourd, et puis maintenant, il est docteur, là. Donc, il a son doctorat, puis il vit aux États-Unis, puis il a un enfant sourd. Donc, il y a une troisième génération de personnes sourdes chez nous. Donc, il y a des entendants et des sourds. Donc, maintenant, la technologie est très, très, très développée et ça aide beaucoup les personnes sourdes. Comment, oui, tu dis la technologie aide beaucoup les sourds, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que les personnes ici dans la salle ne savent pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Est-ce que, donc, quand tu dis que la technologie aide les sourds, on est ça aide à se débrouiller tout seul. Maintenant, tu peux faire un doctorat, tu peux apprendre toutes sortes de choses. Donc, même si tu es sourd, tu as un potentiel. Et ce qui aide beaucoup également, c'est les interprètes. On a accès à ça. Si on n'avait pas d'interprète, on aurait des possibilités plus limitées pour le scolaire. Avant, on me disait, on ne peut pas avoir d'interprète, on ne peut pas avoir d'interprète. Ben non, c'est mon droit. Les entendants ont des services, mais moi aussi, je peux avoir des services. Donc, on a réussi maintenant à avoir des services. Maintenant, c'est vraiment mieux qu'avant. Donc, ça, c'est une fierté pour moi. Ton engagement, donc ça te donne du bonheur, mais il y a aussi des luttes, donc il y a deux côtés à ça. Donc il y a des plaisirs, mais donc si on n'avait pas fait ces luttes-là, on n'aurait pas ces bonheurs-là. Donc grâce aux luttes qu'on a faites, oui, c'est ça. Donc ça aurait occasionné de l'oppression, puis tout ça. Puis l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées, on dit qu'on avait droit à avoir des services. Puis ça a fait que les services se sont énormément développés. Voilà. Bon. Est-ce que vous voulez que j'ajoute quelque chose? Est-ce que vous avez une autre question ou vous voulez que je complète? Ben, avant, on va demander à Diane. J'ai aussi participé au Congrès des aînés du Canada, donc je représentais la province du Québec. Donc, je me suis aperçue que les personnes sourdes, donc à l'époque, manquaient beaucoup de services. C'est ce que j'ai vu dans la tournée. Donc, par exemple, dans les hôpitaux à l'extérieur du Québec, au Nouveau-Brunswick, donc il y avait une personne donc qui était complètement dans le noir. Et puis quand on a ouvert la toile, on a pu communiquer avec elle, puis tout ça, puis on a pu aller lui donner des services, mais elle était vraiment dans une région très, très éloignée, là, à l'extérieur du Québec. Donc, c'est ça, quand on est dans une grande ville, ça aide beaucoup, mais autrement, en région, là, il y a beaucoup de manque de services. Donc, tu dirais que ton bonheur, dans le fond, c'est d'aider les personnes sourdes, qu'elles soient égales aux personnes entendantes? Est-ce que, donc, comme activiste ou comme personne engagée, ce que tu as tenté de faire, c'est que les personnes sourdes soient égales aux entendantes? Oui, en Ontario, on pense juste des fois au Québec,
Mais il y a encore du travail à faire là aussi à l'extérieur. Moi, j'ai été en Ontario et au Québec, puis ça m'a vraiment touchée de voir en tournée la réalité différente des personnes selon leur région. Donc, c'est ça. C'est pas juste les hommes qui peuvent faire ça, même comme femme, là, j'ai réussi à accomplir beaucoup de choses. Merci beaucoup. Maintenant, Diane, les bonheurs. Oui. Alors, le bonheur, c'est un grand mot. C'est rempli dans une vie, c'est rempli de petites choses. Donc, il faut aller, si je voudrais le décrire, il faudrait que je raconte plein de petites choses. Mais je pense que la chose, peut-être, en tout cas, qui est la plus importante au niveau du bonheur, c'est la famille. Avoir une famille, moi, je viens d'une famille, quand même, on était quand même 10, là. Mais par la suite, là, d'avoir l'amour dans ta vie, d'avoir un conjoint que tu adores, d'avoir à vivre plein de choses le plus possible comme tout le monde, là. Vraiment le plus autonome possible, dans le sens que même, pas d'aide, là, être capable de fonctionner, parce que quand tu as un handicap physique, tu passes toujours en arrière des autres. Ça fait que il faut que tu rattrapes cette longueur-là, mais essaye pas, tu n'y arriveras pas. Fait que tu peux pas espérer de franchir les pas à la même vitesse. Fait que je pense que le bonheur, c'est rempli de 100 000 petites victoires. Et si tu es là, et puis que tout le monde, personne ne s'aperçoit. Dans le fond, là, ils ne voient pas ton fauteuil roulant. Ils voient, hey, c'est qui ça, cette personne-là? C'est le fun. Elle est le fun à parler ou encore elle s'implique dans toutes sortes de choses. Fait que ça fait partie du bonheur. Ensuite, ben, à quelque part, il faut avoir aussi des passions. Et puis, les passions, en tout cas pour ma part, moi j'en ai plusieurs. Je suis une personne qui fait de la peinture, je suis passionnée par ça. De la danse pour les personnes en fauteuil roulant, dans le sens que je fais partie d'une troupe de danse en fauteuil roulant qui s'appelle Gang de roue. Je suis sur un conseil d'administration. Ça, c'est plein de petites choses qui t'apportent du bonheur. Fait que, dans le fond, la vie, c'est ça, c'est d'aller les chercher. Fait que je pourrais le résumer comme ça. Ça va? Puis quand vous êtes rencontrés aussi, vous nous aviez parlé là, à notre petit groupe là, des amis que vous aviez. Oui, c'est sûr, le cercle d'amis, bon, moi j'en ai un bon. J'ai plein d'amis dans différents domaines. Et puis, c'est sûr que ça contribue à ce que tu te sentes bien dans ta peau. Puis, si tu te sens bien dans sa peau, ça fait que ça contribue au bonheur. C'est bien important. Je pense que vous avez des amis de très longue date aussi. Ah oui, effectivement. J'ai des amis. J'ai 2 amis, entre autres, on est ensemble depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Ça fait que, puis j'en ai 67. Ça fait qu'on s'entend que. Puis on ne s'est jamais perdu de vue. On a toujours continué à se voir régulièrement. Fait que c'est encore un beau bonheur. Je pense que vous avez peut-être un petit-fils aussi, ça se peut-tu? Des petits-enfants? Ah oui, j'en ai 3. Est-ce que ça apporte du bonheur ou c'est des défis? Oui. Ah non. Il faut dire que le fait d'avoir eu un enfant, pour moi, parce que mon conjoint était quand même en fauteuil roulant, quadraplégique. Moi, je suis paraplégique, mais lui était quand même quadraplégique. Et puis, la perspective d'avoir un enfant quand tu es dans nos conditions, il faut l'évaluer comme il faut. Mais même si tu l'évalues comme il faut, quand tu es dedans, c'est une autre affaire. Et puis, puis on reste parents toute notre vie, je pense. Mais l'arrivée de cet enfant-là a contribué à un bonheur immense. Surtout que moi, j'ai été obligée de l'avoir par insémination artificielle avec donneur. Alors là, on s'entend que c'est tout un processus d'acceptation du côté du conjoint. Et puis, c'était le fils que tout parent au monde voudrait avoir. Le plus extraordinaire possible. J'en dirais, même si je partais sur lui, là, je pourrais vous en parler, lui puis mon conjoint, je pourrais vous en parler toute la journée. Vous seriez écœurés. Enfin, c'est des grands bonheurs. Merci beaucoup, c'était très beau de vous entendre tous les 3. Tu peux poursuivre, Véro? Merci. OK, donc vous êtes une grande guerrière, c'est ce que vous me dites finalement. Merci beaucoup, Diane. Monique, donc tu vis dans la société, la majorité évidemment est entendante. Puis toi, comme personne sourde, comment tu as développé ton
ton autonomie, ton indépendance? Comment tu as réussi ça? Dans ma famille, on était 9. On était 3 sourds, et puis les autres étaient entendants. Puis, donc, moi, j'ai fait des tournées pour les aînés. Je fais beaucoup d'activités. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants. J'ai fait du bowling, puis tout ça. Puis j'ai tout le temps eu une attitude positive. Puis mes enfants, qu'ils soient entendants ou sourds, ils ont réussi les 2 de doctorat. Donc, je les traitais de façon égale, sourds ou entendants. Je voulais pas faire de différence. Mais toi-même, comme personne sourde, vieillissante, là, mais tu es encore autonome, puis comment tu réussis à aller à l'hôpital, chez le médecin, quand tu veux avoir accès à des services de santé, puis tout ça, par rapport aux obstacles que tu rencontres, puis tout ça. Ah, ben, s'il n'y a pas d'interprète, par exemple, ou un nouvel interprète, par exemple, donc on prend papier, crayon, ou si c'est un interprète qui se développe, on s'organise, puis tout ça. Donc, maintenant, on a tellement beaucoup de services, là, quand on a des rendez-vous, on arrive à être autonome grâce à ces services-là. Benoît, Oui. donc, toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'autonomie? Ça ressemble à quoi l'autonomie? L'autonomie, ben, c'est le travail, puis le sport, puis d'avoir connu ma blonde, ben, c'est de faire des activités ensemble avec ma copine, puis j'ai souvent été un hockey, un gagnant, puis au début, c'était pour m'amuser, puis j'avais une équipe drôle, puis le fun, OK, puis tout ça, puis comme je suis capable de m'adapter à tout le monde, que je m'habitue, ça va très bien avec les gens que je rencontre. Peut-être pas quand j'étais jeune, mais en vieillissant, le monde adulte est moins méchant que les jeunes, est moins méchant que les enfants, là. C'est normal entre nous autres. Quand on est jeune, on n'est pas toujours fin, là. Mais en tout cas, mon autonomie, c'est comme ça, je l'ai acquérie à force de pousser sur moi-même, là, j'avais de la facilité à performer, là. Ben, pas sans être trop performant, là, mais m'habituer aux gens, comme ça. OK. Oui. Juste peut-être un petit dernier ajout. Donc, tu disais que les personnes ne sont pas toutes gentilles. Oui, il y a des personnes qui sont méchantes. Dans la société, on n'accepte pas beaucoup la diversité, la différence. Donc, quand tu rencontrais une personne que tu dis, bon, c'est une personne méchante, comment tu réagissais? Comment tu étais capable de te distancer ou de ne pas Ben, laisser ça t'affecter? J'essayais de m'en aller. Au lieu de rester là, j'essayais de m'en aller. De pas OK. être, parce que moi, j'étais un gars doux, puis c'est facile d'abuser de moi. C'est une grande sagesse de s'éloigner de ces situations-là, des situations oppressantes. Puis ma famille me Merci protégeait beaucoup. beaucoup, hein, de ça. Merci. Donc maintenant, avec la dernière question, on regarde vers le futur, puis en fait, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est vos aspirations ou vos rêves, à quoi vous rêvez pour les prochaines années qui s'en viennent. Est-ce que Benoît, tu auras envie de commencer pour ça? On Oui, ira avec je pourrais Diane. commencer. OK. Moi, mon rêve, c'est d'aller à Walt Disney. D'ailleurs, je vais souvent au spectacle de Disney en Ice sur patin, puis d'aller en Italie. Moi, je suis un pratiquant, puis j'ai eu des amis italiens, fait que je suis allé souper chez les Italiens, fait que comme je suis assez gourmand, là. Fait que j'aime le manger, j'aime bien manger. Parce que quand on s'est rencontrés, Benoît et moi, la dernière fois, tu étais en train de réaliser un rêve. La journée même, tu as appris que tu déménageais en appartement avec Oui, ta copine. c'est ça. Je déménage avec ma D'accord. copine, on va être 2 logements, un à côté de l'autre. Puis ça, c'est toute une histoire pour nous autres, ça. Merci. Ça fait 30 ans qu'on attendait ça, fait que on était patients. Tout à fait. Diane?
Oui, oui. Je pense que le plus grande aspiration, c'est pour le moment, compte tenu de mon âge, puis on en a parlé tantôt dans les conférences, c'est que le vieillissement, on vieillit plus rapidement. Et pas au niveau de l'intellect, mais en tout cas physiquement. Donc, c'est essayer tu peux pas aspirer à autre chose que de garder ton autonomie le plus longtemps possible pour pouvoir continuer à faire chacune des choses que je nommais tantôt, mais aussi éviter l'isolement. C'est vraiment parce que en étant une personne handicapée vieillissante, moins tu es capable de faire de choses, moins tu peux aller à l'extérieur, plus tu es isolé. Et puis, c'est la grosse affaire. Fait que je pense que le point le plus important, là, comme handicapé vieillissant, c'est d'être le plus autonome possible longtemps au maximum. Puis prendre ça une journée à la fois. Puis des grands rêves, je pense qu'ils ont comme un peu... Les choses ont été un petit peu par bout réalisées ici et là. Et puis, tu te rends compte aussi que tu aspires à des petites choses. Fait que faut les prendre quand tu passes. Puis c'est mes aspirations. Merci beaucoup. Monique? Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils voudraient apprendre la LSQ. Par exemple, la langue des signes, elle est reconnue à plusieurs endroits, mais donc de façon officielle, mais au Québec, c'est pas encore fait, mais on approche, là. Donc, ici au Canada, il va y avoir la loi sur l'accessibilité au niveau fédéral, et puis le Sénat a déjà approuvé la reconnaissance de la langue des langues des signes, et puis là, on approche de l'étape de la reconnaissance officielle par le gouvernement, donc ça va être un moment historique qu'on attend depuis plusieurs décennies. La communauté sourde s'est battue depuis longtemps, puis donc de notre vivant, on va voir ça. Hein? Bravo, oui, c'est ça. Je serais vraiment contente qu'on reconnaisse les langues des signes. Et puis, il y a plus d'entendants qui apprennent la langue des signes. Des fois, juste une petite base, bonjour. Donc, cette volonté-là, vraiment, je trouve que c'est très, très touchant. Donc, pour empêcher là, des problèmes de communication. Merci. Alors voilà, c'était notre panel. Maintenant, on serait prêt à prendre les questions que vous auriez, par exemple, pour nos panélistes. Ça serait le bon moment. Je pense qu'on pourrait les féliciter, les applaudir, n'est-ce pas? Merci. Merci. On en a un petit peu parlé. Je suis pas là pour interrompre, je suis là pour en rajouter, là. Allez-y, gênez-vous pas si vous avez des questions. Puis je peux vous dire que les panélistes vont apprécier que vous ayez des questions. Ici, à gauche, à ma gauche. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions très intéressantes. Ma question s'adresse aux 3 personnes qui ont témoigné. Je note que vous avez quand même une philosophie de vie quand même. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez développé cette philosophie-là. C'est une grande question, là, mais donc, si vous pouvez élaborer un peu là-dessus. Merci. Je peux répondre? Oui. OK. Cette philosophie-là, tu l'acquiers avec les années et avec les difficultés. Ça fait que si tu t'écrases là puis tu te bats pas, ben tu pourras pas acquérir la force qu'il faut pour avoir cette philosophie-là. C'est vraiment au jour le jour. Et puis c'est aussi beaucoup inculqué par ton environnement proche, que tu te sens égal, puis là, ben, tu veux continuer ça. Fait que, tu sais, tranquillement, puis tu acquiers ça. Puis il y a aussi la personnalité des personnes. Hein. Moi, j'ai toujours dit, on est une entité, puis quand arrive un handicap, là, regarde, c'est pas parce que tu es handicapé que tu vas être fin, là, puis que tu vas avoir un bon caractère.
Ça n'a rien à voir. T'es ce que t'es comme personne. Fait que déjà là, génétiquement, tu pars avec quelque chose. Et puis là, ben, avec les claques que tu reçois, ben, soit que tu deviens plus zen avec les années, oh ben non, tu restes enragé toute ta vie. Là. T'as pas le choix. C'est un ou l'autre. Merci. Il y avait Monique qui voulait rajouter quelque chose? Je voulais dire, par exemple, moi, je suis sourde de naissance. Dans ma famille, on est 7 enfants, il y en a 3 sourds, 4 entendants. Et puis, mon père, il était fier. Il disait, ah, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez parler, vous pouvez écrire. Puis il était assez fier de montrer sa famille, ses 7 enfants, puis sa belle famille, puis tout ça. Puis ça, c'était un gros soutien qui m'a vraiment aidée. Elle m'a donné de l'estime de moi. Non, je n'ai pas une déficience intellectuelle, je suis une personne sourde, donc mes autres capacités sont toutes là, donc j'ai toute ma tête, puis je peux m'exprimer, puis j'ai une fierté de ça. Oui. Moi, ma force, c'est d'écouter les gens avec qui j'ai beaucoup de confiance. Puis aussi, je semble trop me vanter, je suis assez un battant. Quelqu'un va me dire de quoi, là? Je vais partir tout de suite, puis je vais y aller. C'est ça mes forces, parce que je suis pas quelqu'un ben, je suis têtu, mais par contre, j'essaie de m'améliorer tout le temps, là. Puis j'essaie d'écouter les gens en qui j'ai le plus confiance. Quelqu'un que je m'entends moins bien, je suis moins porté à écouter ce qu'on me dit. Mais avec les gens avec qui que j'aime, puis j'ai confiance, ils vont me dire quelque chose, là, puis je vais partir tout de suite, puis je vais y aller. Selon toi, Benoît, pourquoi est-ce que tu es comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es comme ça aujourd'hui, cette attitude-là? À force de voir des gens, puis j'ai été beaucoup gâté par ma grand-mère. Puis ça, si j'avais pas été battant, j'aurais vécu très difficilement parce que j'ai été très gâté. Chez nous, là, on me coupait ma viande quand j'étais jeune, là, dans l'assiette. On me servait comme un petit bébé, là, jusqu'à peut-être 14, 15, 16, 17, 18 ans, là. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai appris beaucoup de choses. Puis là, c'est là que j'ai beaucoup amélioré mes affaires de travail, puis ma vie s'est beaucoup améliorée. Puis depuis que ma grand-mère est décédée, là, mon oncle il me dit, tu te rends compte de tout l'avancement que tu as fait depuis que ta grand-mère est plus là? Tu as avancé en 5-6 croches. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gênez-vous pas. Il y a une question en webinaire. On va prendre la question ici dans la salle, puis ensuite celle en webinaire. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis étudiante là, autour du handicap, mais j'ai aussi une fille qui est sourde et implantée cochléaire. Puis la question que je me pose, peut-être que ça s'adresse plus aux femmes, là, mais c'est quoi l'enjeu de sécurité avec lequel vous avez le plus de difficultés? Puis j'ai vraiment plusieurs questions, là, mais en fait, c'est quoi votre plus grand défi pour vous sentir en sécurité, en fait, dans la société, en tant que femme en situation de handicap? Je peux répondre à ça. J'aimerais répondre. Moi, je suis une personne sourde. Moi, je suis allée à l'école à Montréal, au couvent. Puis les sœurs, ils nous poussaient beaucoup à nous débrouiller, à être autonomes. Ah, vous êtes capable, vous êtes capable. Donc, à chaque réussite, bon, des fois, je comprenais pas, mais il fallait que je sois patiente. Donc, j'écrivais, donc je montrais, puis donc les gens me donnaient le service. Puis c'est comme ça que je suis arrivée à me débrouiller. Puis c'est devenu une habitude. C'est la même chose pour mon mari. Moi, je connaissais pas l'anglais. Et puis, on partageait nos habiletés par rapport à ça. Ça aidait beaucoup. Donc, souvent, on voyageait. On a fait beaucoup de voyages. Je suis allée en Italie, en Europe, en France, dans le Sud, donc n'importe où. Puis, je profite de la vie, je suis en santé, puis j'ai envie encore de voyager. Puis, à 77 ans, je le fais. Puis, c'est important de marcher. Puis moi, je marche à tous les jours, puis ça fait du bien.
Donc, la question par rapport à la sécurité, comment tu peux te sentir en sécurité? Donc, c'est parce que c'est ton caractère fonceur, décidé, donc tu as une confiance qui t'habite. La société souvent dit, ben, on est personnes sourdes ou handicapées, vous faites non pitié, vous êtes vulnérable, vous êtes fragile, mais non, en s'affirmant puis en disant, non, je suis capable de faire plein de choses. Si on a cette estime-là, on peut se sentir en sécurité, puis on peut faire face aux obstacles, aux défis aux préjugés auxquels on fait face. Donc, on peut répondre, on peut dire, les personnes qui nous pensent vulnérables ou fragiles, on peut leur répondre de cette façon-là. Effectivement. Des fois, je le vois sur les lèvres des gens. « Hey, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Le mot que tu as dit, je l'ai compris, je l'ai lu. » Donc, les gens font attention. Donc, quand je me fais oppresser comme ça, je riposte. Donc, il y a une partie donc, que je suis capable d'écrire, puis tout ça. Donc, je peux me débrouiller, je peux lire sur les lèvres. Puis ça, c'est grâce au couvent. On a appris ça au couvent. Puis ça, j'en suis très fière. Pas un problème, la sécurité, parce que c'est la même pour... Moi, je trouve que c'est la même un peu pour tout le monde. Et qu'on pourrait penser, par exemple, sur le plan financier, Sur le plan physique. Oui, c'est sûr que sur le plan financier, je te dirais que, bon, le pourcentage de personnes handicapées physiques qui ont pu gagner leur vie, en tout cas à l'époque où moi, ça m'est arrivé, était pas grand. Ça fait que la financière, tu l'as. Ça fait que c'est pas parce que le gouvernement va te faire vivre, c'est juste parce que c'est que tu as gagné ta vie. Là. Et ça amène une sécurité financière. Mais c'est pas quelque chose ça fait comme partie de la vie normale. Fait que tu te sens pas nécessairement pas en sécurité. Tu sais. Moi, j'ai gagné ma vie, ça fait que j'avais pas, même si c'était un tout petit, une petite profession que j'aurais pas choisie, là. En tout cas, moi le dire, là. Moi, j'étais secrétaire, puis c'est pas ça que j'aurais choisi dans la vie, là. Mais j'ai pas eu le choix. J'ai été obligée d'aller là parce que il y avait aucune institution qui pouvait nous prendre quand j'étais handicapée. Fait que j'ai pas pu aller à l'école longtemps. 12e année, secrétaire, paf, tu t'en vas travailler. J'ai haï ça toute ma vie. Mais si je peux me permettre, je comprends quand même que la question, je regarde la personne qui a posé la question, elle me dira si elle me corrigera au besoin. C'était pas juste la sécurité dans le sens large, c'est pour ça que la question était plus dirigée vers Monique et Diane. Ouais. C'est beaucoup la sécurité dans sa condition de femme. Ah, la condition de femme. Ah, ça risque, oui. Pour d'aucunes, ça serait probablement difficile. Il pourrait être exploité plus facilement. Mais moi, j'ai pas connu ça. Et puis, j'ai pas été avec des gens aussi avec lesquels c'est quelque chose qui était présent. Donc, je sais que ça existe, mais parce que je suis sur un conseil d'administration d'un organisme de personnes handicapées qui s'appelle Carrefour des personnes handicapées. On est présentement à donner un contrat à une personne chercheur pour faire une étude sur la maltraitance chez les femmes handicapées vieillissantes. Et puis, je suis restée tellement surprise de voir comment ils pouvaient en avoir, là, puis comment on pouvait mettre de l'argent dans une étude en disant, mais c'est parce que si tu fais ça, c'est parce que ça vaut vraiment la peine. Et puis, fait que c'est une réalité qui existe, mais que moi, personnellement, j'ai pas connue. Moi, ma difficulté, c'est que je peux croire en n'importe quoi, que ça existe ou pas. Puis ça, c'est une difficulté parce que les gens, on dirait qu'ils voient que je suis généreux, puis que en étant généreux, ben ils essayent d'en profiter. Puis j'ai eu de la protection de ma famille, mais des fois, ils pouvaient pas être toujours là. Puis si j'avais pas pris des fois des précautions, là, je vais pu me faire avoir correctement. Parce qu'au travail, une fois, on m'a fait courir après un fer à friser la salade. Ça n'existe pas, un fer à friser la salade. Mais moi, quand je travaille quelque part, si on me demande quelque chose, je fais tout de suite de là. Et puis, je réfléchis pas à savoir si c'est vrai ou c'est faux, là, ce qu'on me demande. Merci beaucoup, Benoît. Tu t'es senti interpellé par la question. D'avoir d'un petit mot. Là, je voulais juste voir si on allait à l'autre question. Je pense qu'il y avait. Je ne sais pas si Monique voulait compléter sur la condition de sécurité en termes de femmes. Donc, par rapport à l'abus des personnes,
Des fois, ça peut être facile d'abuser, mais donc il faut appuyer, il faut avoir du soutien. Une personne qui est moins apte à se débrouiller, peut-être plus facile de profiter d'elle, mais donc je pense qu'il y a peut-être pas vraiment de différence entendant ou sourd, mais c'est plus par rapport à la compréhension, les problèmes de compréhension. En sachant lire sur les lèvres, on peut plus s'en rendre compte. Mais même les personnes sourdes peuvent signer, puis même s'ils essaient de se cacher, on peut voir s'ils essaient de dire des mots en cachette. Donc, on peut, la même chose avec les entendants ou les sourds. Mais comme je vous dis, moi, j'arrive bien à lire sur les lèvres. Donc, quand les gens ils se rendent compte de ça, ils s'excusent, puis ils sont un peu sous le choc, je dirais. Voilà. Merci. On va prendre la question en webinaire, Fanny. Il y en a 2. Vas-y. La première question, quelles sont les améliorations qui doivent être faites pour améliorer l'inclusion? C'est large. Petite question simple. Benoît, Premièrement, c'est que les gens soient souples aux autres, qui essayent de comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Ça, c'est une autre chose. Puis, d'être gentil envers les autres. C'est ça. C'est les principautés, puis de respecter les gens comme ils sont, puis pas vouloir qu'ils soient comme soi-même, puis les accepter comme ils sont. Monique? Une autre chose, donc, par rapport au sous-titrage à la télévision, donc tout n'est pas sous-titré, puis ça, c'est vraiment un grand respect pour les personnes sourdes d'avoir le sous-titrage. Par exemple, une personne comme toi qui peut lire les sous-titres, ça va, mais il y a d'autres sourds qui comprennent pas les sous-titres, donc c'est important aussi. Donc la LSQ, c'est une langue à part entière, c'est pas comme le français. Donc pour avoir pleinement accès, il faut avoir aussi la LSQ. Par exemple, il y a dans d'autres pays des bulletins de nouvelles le soir. Par exemple à Cuba, là, qui est quand même un petit pays, ils ont les bulletins de nouvelles qui sont interprétés en LSQ, en Nouvelle-Zélande aussi. Puis le Québec, on est vraiment en retard par rapport à ça. Ça serait une façon d'inclure, par exemple, les personnes sourdes à l'accès à l'information. Ah ben oui, c'est certain. Ça serait égal pour les sourds puis les entendants. Nous, on paye nos taxes comme tout le monde, puis on a droit à ces services-là. Il y avait Diane aussi qui voulait ajouter quelque chose. Oui, juste un petit mot. Je pense que au niveau, en tout cas, du handicap physique, là, le cheval de bataille présentement, là, c'est le transport adapté. On s'entend que le transport adapté, ça a besoin d'être amélioré comme quand on le prend, on comprend. Là. Ça, le transport adapté, c'est vraiment majeur parce que c'est l'autonomie des personnes. Ensuite, il y a aussi les barrières architecturales. Il y a beaucoup d'endroits publics qui sont bien adaptés et tout ça, mais ça reste que il y a beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Au niveau des villes, le déneigement, c'est quelque chose qui est majeur. Les trottoirs, c'est pas déneigé assez rapidement. Les bateaux pavés au bout de rue, tu peux pas passer là. C'est des points vraiment super importants. Puis aussi, je sais que le code du bâtiment a été modifié pour tout ce qui est public, qui se construit, tout ça. Mais ce qui est déjà là, si on prend par exemple l'habitation, là, si tu n'habites pas dans un logement subventionné, là, comme moi j'habite dans un immeuble ordinaire, là, ça reste que quand il y a des affaires il y aura besoin d'être adaptées, au moins les portes d'entrée extérieures, puis tout le kit, puis tu demandes, tu essaies d'avoir de l'amélioration. Là, ton propriétaire te répond, demande au gouvernement. En tout cas, je pense que c'est des gros points qu'il faut vraiment là, accélérer là-dessus. Là. Parce que tout passe par l'autonomie. Tout à fait. Bien répondu. Merci à vous trois. On avait une autre question en webinaire. Fanny? OK. Ben, je vais la poser. Il y a une petite question, il y a une petite confusion dans la question, là, parce qu'elle s'adresserait à Mme Paquette, mais la question, c'est que direz-vous à une dame qui fait du déni avec ses troubles auditifs? Pardon, j'ai pas bien compris le début de votre question. Ben, c'est parce que je pense que la question ne s'adresse pas à vous, en fait, parce que la question, c'est que diriez-vous à une dame qui fait du déni avec ses troubles auditifs? Okay.
Elle s'adresse pas à... Moi, c'était plus à Mme Boudreau à ce moment-là. Ouais. Ah, ben moi, j'ai toujours accepté ça. À l'école, on était 3 sourds, donc on avait du plaisir, il n'y avait pas de problème pour l'acceptabilité. Si une autre personne commence à vivre une perte auditive puis elle ne l'accepte pas, donc c'est ça la question dans le fond. Par exemple, une personne qui commence à être malentendante ou qui perd l'audition, qui ne l'accepte pas, elle essaie de le cacher. Donc, quand on commence à ne pas entendre, des fois on va dire « Ah oui, j'ai entendu, mais on n'entend pas. » Donc, comment on pourrait permettre là, aux personnes d'assumer cette situation-là? Les gens ne connaissent pas beaucoup la culture sourde, donc peut-être d'essayer de rencontrer des personnes, donc de prendre le temps de rencontrer des sourds. Donc moi, donc, de dire, qu'est-ce qu'ils font les autres sourds? Est-ce qu'ils lisent sur les lèvres, par exemple, ou des choses comme ça? Donc, toi, t'en penses quoi? Ben, je pense que si une personne est née sourde ou une personne devient sourde, c'est vraiment différent. Donc, quand on est, on bâtit un certain nombre d'expériences, puis tout ça, donc on a des mécanismes pour réagir aux situations d'oppression, puis on développe des capacités face à l'oppression, face aux barrières, puis tout ça. On est capable de répondre à ça. Quand on est sourd, la société, on est capable de répondre aux choses qui sont pas faites de façon correcte. Mais une personne qui n'est pas née sourde, donc qui devient sourd avec le temps, donc il y a de l'audisme intériorisé qu'on appelle, donc la société fait de l'audisme, donc tout est décidé par les entendants, les fonctionnements sont faits par les entendants, puis tout ça. Donc le message, c'est que être sourd, tu veux pas ça. Donc, c'est comme une bébite mortelle, là, dans le fond. Donc, c'est le message de la société. Et puis, toi, en tant que personne, tu veux pas t'affilier à ça. Donc, c'est pour ça que le déni surgit. Donc, si on a des images de personnes sourdes malentendantes diverses, que ça soit une culture dont on respecte les cultures de différents pays, donc on devrait aussi respecter et accepter la diversité au point de vue de la surdité également. Donc, si on en voit dans les médias, dans la télévision, puis tout ça, des personnes qui sont devenues sourdes et puis qui sont devenues donc, qui vont avoir, dans le fond, ça va être une autre forme de diversité. Là, j'étais entendante, puis là, j'occupe une autre place dans la société. Je suis une personne sourde. Donc, ça peut être vu comme ça. Donc, c'est des expériences différentes, je pense. Ça, effectivement. Bien, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a pour des questions. Avant que vous leviez en avant, là, je voulais d'abord vous remercier, vous partager une petite réflexion aussi. Ensuite, on a 2 étudiants qui vont venir nous faire une courte présentation, puis je vais vous donner les consignes pour le dîner. Mais d'abord, remercier les 5 personnes, nos 2 professeurs, nos 2 chercheurs, bien sûr, mais je pense que toutes les 2 vont être d'accord que je mette un peu plus d'insistance sur le remerciement à Monique, à Régent et à Diane, pardon, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Monique, Diane et Benoît. Oui, c'est ça. On va t'aider, Marc. L'art de corriger, c'est ça. En plus, je connais bien Benoît. Monique, Benoît et Diane, je tenais à vous remercier parce que c'est sûr que c'est important de rappeler, il y a beaucoup de gens ici qui viennent dans leur posture de chercheur. On est dans un regard extérieur. Dans certains cas, on le vit aussi, mais ça reste un regard extérieur. Des personnes qui acceptent de venir en avant et de nous parler d'elles, de s'exposer dans ce qu'elles sont elles, c'est toujours un exercice qui est beaucoup plus engageant et qu'on ne souligne pas assez l'importance de ce geste-là. Ça, c'est la première chose, des choses que je voulais vous dire. La deuxième chose, ce que votre témoignage rappelle, c'est une journée comme aujourd'hui est beaucoup axée sur les différences. Or, moi, ce que je trouve important aussi de rappeler de vos 3 témoignages, c'est à quel point, dans vos témoignages, vous nous avez parlé de ressemblance. Vous nous avez rappelé à quel point la nature humaine, nous tous ici, là, on se ressemble. Vous avez insisté, entre autres, sur vos zones de bonheur. Vous avez parlé, Monique, dans la façon dont vous avez parlé de la fierté vis-à-vis de votre fils, votre petit-fils, Diane, son insistance sur l'importance de
la famille. Benoît, quand il nous parle de sa fierté puis son attachement à sa blonde, vous nous avez rappelé l'importance des rapports à l'autre. Et là-dedans, on se ressemble fondamentalement. On se construit d'abord dans nos rapports à l'autre et notre identité, elle se développe aussi beaucoup dans nos rapports à l'autre. Donc, en mettant ça au centre de vos témoignages sur ce qui est le plus important, ce qui vous donne du bonheur, bien, on se rejoint tous. Mais en même temps, il ne faut pas occulter les différences parce qu'elles sont significatives. Mais moi, ce que je retire, puis je suis pas mal certain que les gens dans la salle sont d'accord, ce que je retire de vos différences, c'est pas tellement la surdité ou les incapacités, c'est votre force. C'est vraiment impressionnant. Cette force-là, votre lucidité, Monique, quand elle parlait tantôt de son combat pour la langue des sourds, c'est fort, ça. Et la langue des signes, excusez-moi, j'ai dit la langue des sourds, excusez-moi. La langue des signes, vous avez très bien raison de me corriger. La langue des signes, c'est ça quand on ad lib. Hein? Ce combat-là que vous menez, c'est un témoignage de force, Monique, et ça, c'est important. Benoît, son témoignage, son parcours de vie, c'est un témoignage de force. Diane aussi, c'est un témoignage de force. Alors, oui, il y a des différences, mais je vous envie dans vos différences, je vous envie aussi dans votre force. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage et bravo. Merci.